30 décembre 2015, l'internet français tremble. Après 9 mois d'absence, le youtubeur Antoine Daniel publie sur sa chaîne un nouvel épisode de son émission culte What the Cut. Mais ce dont tout le monde était loin de se douter, c'est que malgré les 16 millions de vues, cette émission restera la dernière de ce format. Presque 10 ans plus tard, je vous propose de comprendre pourquoi What the Cut est mort. Et surtout, pourquoi cette fin, qui pouvait paraître comme brutale et incompréhensible, était en réalité complètement inévitable. Comme expliqué en intro, je vous propose qu'on se penche aujourd'hui sur l'émission What the Cut. Le but, si ça vous plaît, c'est d'analyser d'anciennes tendances ou d'anciennes vidéos d'anciens youtubeurs avec le recul qu'on a aujourd'hui. Ça me permettra aussi de faire des vidéos un peu plus légères, un peu moins approfondies entre de gros sujets. Également, je tiens aussi à prévenir, le but ici, ça va pas être de surpsychologiser Antoine Daniel. Son bien-être mental a son importance, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le contenu, même si on y reviendra brièvement. Le 1er mars 2012, le premier épisode de What the Cut sort. Et si à l'époque, je pense que j'aurais même pas eu besoin d'expliquer en quoi ça consistait, aujourd'hui, je pense que ça mérite son introduction. Il s'agit donc d'une émission YouTube créée par Antoine Daniel qui repose sur de la review de vidéos. Inspirée par son équivalent américain Equals Free, présenté par Ray William Johnson, le but est de partager 3 vidéos loufoques qui ont fait ou pas parler sur le web et de en faire des blagues autour. Un concept déjà repris par un autre vidéaste français sous le nom de Salut les Geeks. À la base filmé simplement avec une webcam à la qualité discutable et au rythme ultra rapide, What the Cut trouve finalement son public en France et devient important dans le paysage YouTube. Aujourd'hui, la chaîne d'Antoine Daniel a presque 3 millions d'abonnés, dont 95% grâce à What the Cut. Mais alors, qu'est-ce qui a fait ce succès? Pour moi, une des raisons principales du succès de What the Cut est que le format intervient dans un moment où YouTube se fait une place dans le quotidien des gens et s'affirme comme un véritable média. Pour ce faire, la plateforme voit se déployer ce que Jay Bolter et David Gruzin appellent une stratégie hyper médiatique. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais j'en avais parlé dans mon gros documentaire sur l'histoire des youtubeurs. En gros, pour s'imposer, un média doit mettre l'accent sur ses spécificités propres, ses particularités. Je trouve que What the Cut en est le meilleur exemple. L'émission a un ton extrêmement trash et vulgaire, chaque épisode commençant par une insulte envers le public. Et son rythme effréné ne laisse aucune place à la respiration. Cela crée une œuvre médiatique assez inédite pour le public et qui va venir affirmer YouTube comme une forme de contre-culture vis-à-vis des médias traditionnels. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que What the Cut a existé à la télé. Effectivement, en 2012, l'émission de télé Faut pas rater ça sur France 4 propose à Antoine Daniel d'adapter What the Cut en une petite pastille d'1 minute 30 qui revient sur les actus d'internet. Et c'est une catastrophe. Un des trucs que je préfère, c'est le regard du chat à la fin de la vidéo. Bon, arrête de te foutre de moi et file-moi un bonbon. N'empêche que s'il y a bien une leçon à retenir de cette vidéo, c'est celle-ci. Voler, c'est pas cool. Surtout si tu te fais avoir. Toute la transgression de What the Cut disparaît et ça donne une capsule lisse et sans grand intérêt. Si aujourd'hui les concepts de Squeezie ou les documentaires de Seb reprennent les codes de la télé, on voit bien qu'à l'époque c'est l'inverse qui attirait les gens. Il y avait une forme de volonté de pousser toujours plus loin les limites du possible, à tel point que dans le 7e épisode, à la base, il avait même laissé un pénis au premier plan, pas flouté. Mais la stratégie médiatique va plus loin que le côté edgy. Sur ma chaîne, il y a un phénomène dont j'ai très peu parlé et qui est pourtant rapidement devenu un élément majeur de notre culture populaire, les mèmes. Le terme mème date de 1976. Il a été utilisé par le biologiste britannique Richard Dawkins dans son livre The Selfish Gene. Sauf que vous vous en doutez, c'était pas pour parler des mèmes tels qu'on les connaît, puisque lui, son sujet, c'était l'évolution. En gros, pour lui, un mème, c'est un élément culturel qui se transmet par imitation. Dans son livre sur le sujet des mèmes, Suzanne Blackmore explique que les mèmes se doivent d'avoir un interacteur. Un sujet qui permet à la réplication d'avoir lieu et qu'il fait de manière intentionnelle. Donc en gros, un mème, des définitions qui sont données par les chercheurs sur le sujet, ce sont des éléments culturels, le plus souvent visuels, mais ça peut aussi être oral, qui vivent avant tout par leur imitation, leur réplication, leur interprétation et leur réinterprétation. Et vous allez me dire, quel rapport avec What the Cut? Eh bah, l'émission est truffée de mèmes à différents niveaux. Certaines vidéos critiquées sont des mèmes ou devenues des mèmes. Certains mèmes connus comme le pop sont utilisés pour rythmer la vidéo. Et parfois, certaines séquences d'Antoine Daniel sont également devenues des mèmes. On est alors en plein dans ce qu'Henry Jenkins appelle la culture participative, à savoir la capacité de tout à chacun de participer à son échelle à la construction
construction d'une culture en reprenant, détournant et par la même occasion créant de nouveaux éléments culturels. What the Cut en est rempli, voire même en déborde. Cette émission est la quintessence du même, car elle s'en sert, elle en détourne et elle en crée de nouveaux. Maria Molina identifie l'intertextualité comme l'un des critères majeurs pour identifier un mème. L'intertextualité, en gros, c'est assez simple, ça désigne les relations qu'un texte ou qu'une œuvre entretient avec d'autres textes ou d'autres œuvres en les citant, les parodiant ou simplement en y faisant allusion. Ça souligne que chaque œuvre est en réalité une mosaïque d'emprunts s'inscrivant dans un réseau de références culturelles préexistantes. On le retrouve particulièrement dans What the Cut où cette notion est primordiale. Par exemple, dans l'épisode 28, Antoine Daniel se moque des personnes répétant « sauf une fois au chalet » à tout bout de champ. On l'a tous fait au moins une fois. Une fois au chalet. Ta gueule! Eh bien, l'homme de la première vidéo fait carrément un vidéobombe en direct à la télévision américaine et c'est un des plus beaux que j'ai vu de toute ma vie. Ensuite, il va même mettre une des vidéos qu'il review en relation avec une autre vidéo dont il a déjà parlé. Ce mec me fait carrément penser à cet autre gars que j'avais montré dans une de mes précédentes vidéos. Et c'est ce qui fait une des plus grandes forces de What the Cut, en plus de son ton et de son rythme effréné dont on a déjà parlé, c'est son côté quasiment world building. Petit à petit, cette intertextualité au sein des épisodes devient un univers à part entière, comme le plus grand mystère des internets. Pour quasiment chaque épisode de What the Cut, il y avait une lettre qui formait un grand mystère et qui renvoyait vers une autre vidéo annexe. Mais il y a aussi évidemment les personnages de Samuel et Richard, et ce qui me fait un peu penser à ce qu'a réussi à faire l'émission Twitch Zen, avec Elian, Mère de Nutella, qui étaient des thèmes récurrents et des personnages récurrents auxquels le public pouvait s'attacher plus facilement et qui permettaient d'avoir une audience plus fidèle qui s'impliquait encore un peu plus dans le contenu. Mais bon, vous vous en doutez, si l'émission a fini par disparaître, c'est bien qu'elle avait des problèmes. Et c'est vrai que des problèmes, elle en avait quand même pas mal. Comme d'habitude, cette vidéo est complètement autoproduite, autofinancée, etc. Si vous souhaitez soutenir, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, et également à me dire en commentaire quel est, vous, votre rapport à What the Cut. Est-ce que vous étiez triste quand ça s'est arrêté? Est-ce que vous espériez un épisode 38? Pour être honnête, moi j'étais triste quand ça s'est arrêté parce que j'étais vraiment un gros fan de What the Cut. J'ai longtemps espéré un 38e épisode avant de grandir et d'accepter, comme tout le monde, que peut-être que la fin de l'émission était pour le mieux. Un premier problème intrinsèque à What the Cut est simplement dans la construction de la structure des blagues. En effet, la plupart des gags de l'émission reposent tous sur la même mécanique, à savoir un humour par décontextualisation ou recontextualisation. C'est un genre d'humour qu'on rencontre absolument tout le temps, partout, notamment auprès des stand-uppers les plus paresseux. En gros, vous prenez une situation initiale ou un comportement un peu particulier, et là, soit vous le transposez dans une autre situation qui n'a rien à voir. Par exemple, dans l'épisode 25 de What the Cut, Antoine Daniel compare le fait qu'un jeune homme allume sa cigarette au chalumeau à l'idée de remplir sa bouteille d'eau avec un pommeau de douche. Le mec, il allume sa cigarette avec un putain de chalumeau. Hardcore. C'est comme si tu remplissais un tout petit verre d'eau avec un pommeau de douche. L'autre technique qui repose sur la même structure, c'est de reprendre cette situation et de la mettre dans une situation de la vie de tous les jours. Toujours dans l'épisode 25, il se demande ce que ça donnerait si jamais ce jeune homme, qui donc finit par manger la cigarette, le faisait dans la vie de tous les jours, dans une situation banale. Sache que ça doit être assez surprenant la première fois que tu donnes un truc à ce mec. Tu veux une clope? Oui, pas de problème, tiens. Et il reprend cette même blague lorsqu'ensuite il critique la vidéo d'Eddie Malou. Ce genre de personne doit être absolument horrible dans la vie de tous les jours. Tiens, tu veux un peu de sel avec tes anchois? Oui, je pense que vidéoludiquement, on est proche d'un CAC 40 sous-évalué en sinusoïde trapézifère, ça c'est clair, c'est même l'évidence même. Et que l'égocentrisme véhicule n'est pas une fin sociétale à but non lucratif, c'est la phallocratie morbide et chronophage qui entre en résistance sous les ramifications d'une sorte de dictature informatisée sans aristocrate. Et vous pouvez prendre n'importe quelle vidéo de What the Cut, notamment les premiers épisodes, vous êtes quasiment sûr de tomber sur un gag du même genre. Et c'est pas une critique, c'est normal parce que c'est un ressort comique ultra efficace. Le problème que ça pose, c'est que sa répétition diminue son efficacité. Il y a plein de théories sur pourquoi l'humour nous fait rire et qu'est-ce qui nous fait rire en particulier. Une théorie très populaire est celle de l'incongruité, proposée par Jerry Soules. L'humour reposerait sur ce qui apparaît comme incongru, donc déplacé, surprenant et un peu transgressif. C'est le fameux « pourquoi est-ce que j'ai une érection ?» qui intervient juste après une séquence dérangeante par exemple. Pourquoi est-ce que j'ai une érection? Sauf que si vous répétez le même schéma, la surprise liée à l'incongruité
finit par disparaître. Tout simplement parce que, vous la voyez venir. On se doute qu'Antoine Daniel va mettre en scène le comportement étrange de la vidéo dans une autre situation ou au contraire dans la vie de tous les jours. Et donc, on rigole plus, ou en tout cas, on rigole moins. Ça va donc le forcer à devoir toujours redéjouer les attentes du spectateur qui s'adapte constamment. C'est un problème rencontré actuellement par le joueur du grenier qui s'en sort cependant très bien, mais pour qui le nombre de blagues réactions à des mauvais jeux reste très stéréotypé. C'est le fameux mais les développeurs ils ont pris de la drogue ou quoi? L'arc-en-ciel est juste une réflexion de la lumière à travers l'eau. Mais quoi? Mais ils ont pris de la drogue ou quoi? Ce problème, Antoine Daniel explique l'avoir identifié très tôt puisque dès le second épisode, il aurait été persuadé d'avoir fait le tour. Il est alors obligé de se moquer directement du dispositif des vidéos, comme dans l'épisode 28 où il tourne en dérision ces séquences où il fait semblant de réagir à la vidéo qu'il visionne. La vidéo est déjà terminée, hein. C'est plus la peine de faire des têtes bizarres pour faire croire que tu réagis en direct. Oh. Le problème, c'est que cette technique déconstruit aussi son émission, et donc sa part de magie et son attrait pour le spectateur. Aussi, un autre problème auquel est confronté le vidéaste, ce sont les conséquences négatives de son format, qui mènent parfois à des moqueries, voire à du harcèlement, auprès d'internautes qui, le plus souvent, ont simplement rien demandé. Dès le premier épisode, et ce qu'il dit d'ailleurs plus ou moins regretté, il se moque d'une personne qui est clairement en situation de handicap et qui se filme simplement dans sa chambre. Pire, dans le 6e épisode, donc bien avant l'arrivée du succès, il laisse même au premier plan le numéro de téléphone d'une des personnes dont il review la vidéo qui va se faire appeler et donc la vidéo sera strikée pour des raisons assez évidentes et logiques. Cette problématique deviendra même un cas de conscience pour Antoine Daniel, qui admettra s'être senti très inconfortable dans cette position quasiment de bully une fois la popularité arrivée. En devenant une figure médiatique importante, les responsabilités vis-à-vis de sa communauté sont également arrivées et ont été plus difficiles que pour d'autres à gérer vu la nature de son contenu. Enfin, à partir de 2014-2015, YouTube renforce son dispositif d'interdiction aux moins de 18 ans de certaines vidéos, ainsi que sa détection de violation des droits d'auteur. Des changements qui handicapent forcément le YouTuber, dont le format repose sur un contenu qui ne lui appartient pas et un ton qui ne plaît pas spécialement aux annonceurs. Et donc, en s'y penchant de plus près, la fin de What the Cut paraissait dès le départ inévitable. What the Cut était destiné à mourir car, comme tout format, sa pertinence est éphémère. J'ai cité Joueur du Grenier tout à l'heure, mais les chaînes YouTube qui ont gardé le même format sur plusieurs années sans drastiquement le modifier se comptent sur les doigts d'une main. Même Seb et Fred ont fini par accepter de faire des placements de produits et même de revoir légèrement la formule de l'émission. Ça passe évidemment par une prise en importance de l'aspect narratif par rapport au cœur du format qui est censé être le test du jeu vidéo, au point qu'aujourd'hui les parties narratives prennent environ un tiers des vidéos ou en tout cas des gros tests. Et c'était un peu la direction que semblait prendre Antoine Daniel, puisque dans le What the Cut 37, il y a beaucoup plus de parties fictionnées narratives, il expliquait que c'est ce qui lui plaisait le plus et on pouvait s'attendre à une évolution dans ce sens. Mais à ce moment-là, un autre problème plus global se pose, c'est la disparition de la fiction, voire même du contenu écrit sur internet. Alors, c'est une exagération. Il existe toujours de la fiction sur YouTube, mais beaucoup moins qu'à l'époque où Studio Bagel et Golden Moustache dominaient les tendances de la plateforme. Et le contenu écrit, hormis le storytelling, ça devient très rare. Les viewers préférant l'impression de spontanéité offerte par les contenus en improvisation ou en simili direct. Ces mouvements de fond complètement indépendants de l'émission auraient forcément conduit, si ce n'est à sa fin, au moins à sa transformation quasi totale. Il suffit pour cela de voir Salut les Geeks, l'autre émission de review de vidéos virales, qui a également dû s'arrêter face à la difficulté du créateur de se renouveler et sa volonté d'explorer de nouveaux horizons. D'autant que le risque à ce moment-là pour Antoine Daniel était de tomber dans le toujours plus. Un phénomène qu'on a déjà analysé dans mon dernier documentaire sur l'histoire des youtubeurs. Décidément, on en a analysé des choses dans ce gros morceau d'1 heure et demie. Le What the Cut 37, qui dure seulement 40 minutes, était un projet faramineux pour l'époque, encore plus pour un créateur seul indépendant. Antoine Daniel se sentait obligé de proposer toujours plus, toujours mieux, et même de justifier ces semaines d'absence sans vidéo par peur de la réaction du public. Sauf que cette course mène forcément à l'échec. Au contraire, il vaut mieux le plus souvent être capable d'identifier ses propres limites avant même de les atteindre. Pour reprendre l'exemple de Zen, qui pour moi a beaucoup de parallèles puisqu'il repose aussi sur les mêmes, sur l'incongruité et sur un format très spécifique, ils ont décidé d'arrêter au bout de seulement 3 saisons. Ça peut paraître court, surtout vu le succès de l'émission,
Mais pour certains, c'était déjà trop tard. L'émission était déjà devenue redondante, répétitive et même sans intérêt. Bon, ça les a pas empêchés de finir à Bercy avec un immense show et de finir quand même pas loin de leur apothéose, mais c'est pour montrer la difficulté de s'arrêter au bon moment. Alors finalement, peut-être que s'arrêter à What the Cut 37 était la meilleure solution pour Antoine Daniel, même si sur le moment il l'a pas vécu ou il l'a pas pensé comme tel. Mais en fait, le vrai problème auquel aurait été confronté What the Cut est bien plus large que ça. Pour moi, il subissait et aurait subi la fin d'une forme de candeur sur Internet liée à l'exposition publique. Une des difficultés rencontrées par Antoine Daniel sur la fin est que certaines personnes se mettaient en scène exprès dans des vidéos gênantes avec comme objectif de participer à l'émission. C'est le cas par exemple des jeunes du clip dans l'épisode 28 qui ont fait exprès de faire une musique gênante, naze, de rater certains plans avec comme défi de participer ou de passer dans What the Cut ou Salut les Geeks. Un défi qu'ils ont réussi et qu'ils ont ensuite eux-mêmes avoué à Antoine Daniel. Le groupe de musique avec les jeunes piscines mauvais fond vert, c'est mes potes qui ont fait exprès de faire un clip de merde et tout le lycée s'en battait les couilles. Et ce fut un échec pour lui. Mais je sais que c'était un faux truc. Je les avais rencontrés à une convention à une époque. Ils étaient venus me voir et on avait parlé. Et ils m'avaient dit que ils faisaient une chaîne de défis et leur défi c'était faire une vidéo suffisamment ratée volontairement pour passer dans SLG ou WTC et ils avaient réussi. Et cette anecdote, elle est tout sauf anodine. On voit se développer, encore plus avec TikTok et l'User Generated Content, une forme de performativité des internautes, qui prennent de plus en plus conscience qu'ils évoluent dans un espace public et donc de leur potentiel viral. Un peu comme la personne qui avait dit on va chez Quick, wesh, qui en fait était une mise en scène. Ça rejoint évidemment la théorie d'Erving Goffman sur la mise en scène de la vie quotidienne. Nous jouons sur Internet encore plus un rôle qu'avant, et cela pour de plus en plus de gens. Les meilleures vidéos dans What the Cut sont à l'opposé de cette démarche. Au contraire, elles découlent d'une forme de naïveté de la part de leurs créateurs. Et c'est ce qui fait leur malheureux et triste intérêt. Un problème similaire se voit aussi dans la télé-réalité. J'ai eu comme professeur à l'université des producteurs d'émissions de télé-réalité qui expliquaient la difficulté d'obtenir des séquences qui avaient l'air sincères avec des candidats de télé-réalité de nos jours. Car au moment des premières émissions comme Love Story, les candidats n'avaient pas conscience de la portée médiatique de leur exposition. Désormais, c'est le cas et ils vont calculer leur image en fonction de ça et en fonction de comment le public pourrait réagir. Pour What the Cut et les mêmes de manière générale, c'est aussi de plus en plus le cas. Ajoutez à cela la mainstreamisation de YouTube qui a tout simplement arrêté d'être une contre-culture pour devenir une sous-culture à part entière, et il est clair que la fin de l'émission était de toute façon inévitable. Après avoir promis pendant longtemps un 38e épisode, Antoine Daniel s'est ravisé et a privilégié sa santé mentale. Et comme je l'ai dit en intro, le sujet de la santé mentale, c'est un sujet que j'ai que très peu traité, puisque c'est le concept What the Cut qui m'intéressait. Mais évidemment, le plus important, ça a toujours été et c'est encore aujourd'hui le bien-être mental de son créateur. Désormais, il semble pleinement s'épanouir sur Twitch et a laissé pour de bon l'émission derrière lui. Et en y repensant ou en revisionnant certaines émissions, ça peut laisser un goût doux amer. Mais pas de doute de mon côté, dès le début, What the Cut était voué à disparaître. Bon voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu plus légère, un peu plus chill, vous a quand même plu, vous a quand même intéressé, et que vous avez pu avoir de nouvelles visions sur cette ancienne émission. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Anne Ambrosse, ciao!